Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. J'espère finaliser la série de vidéos sur les échanges commerciaux dans l'espace à Caen. Comme je l'ai dit souvent dans l'introduction, j'ai dit que c'était un espace économique intégré. C'est important. Ce que nos États sectionnés, amoindris, avec des consommateurs insignifiants, ne font pas malheureusement. Voilà. J'espère pouvoir finaliser donc la série de vidéos sur les échanges commerciaux. Mais je vais faire une série aussi complète concernant les entraves au commerce. Alors, dans la pratique du commerce, de la fiscalité et de la production, notamment de la production de la poudre d'or ou de la terre aurifère, avec ou le système du partage en trois. Le partage en trois que les Akans appellent Abounsan. Abounsan. Voilà. Le partage en trois. Le propriétaire du sol ou du capital du commerce recevait un tiers de la production ou du revenu. Cette pratique de l'abounsan ou partage en trois se faisait dans tout le monde akan. Dans le domaine des échanges, le sikefo, c'est-à-dire celui qui accueille notamment les marchands, recevait des commissions. Il réceptionnait les marchandises et orientait selon les besoins les acquéreurs. Leur rôle dans le commerce, par exemple à Tia-Salé et dans le Bambandama, sera important. C'est sikefo qui était souvent à Tia-Salé. Tia-Salé était un carrefour de voies fluviales à 2 km au sud du confluent du Bandama et du Nzi, et en plus au bord même du Bandama. Il sera un attrait pour ses capacités commerciales au 19e siècle. Au nord de Tia-Salé partaient des voies du pays baoulé menant vers Kong et le moyen Niger. Du côté est de Tia-Salé, des voies menaient en pays Agni, en pays Abé jusqu'à la Côte de l'Or, en passant par le pays Goua ou le pays d'Engbatou, le pays Abouré et le pays Agni-Sanvi, dans la région d'Aboisson. Les voies du sud de Tia-Salé menaient à Kandadon, que les Européens appellent Cap Laou, c'est-à-dire le Grand Laou actuel. Et Mokwa, c'est-à-dire Jacquesville, et Bonou, et Bodoladjan, c'est-à-dire Grand Jacques. En Côte de l'Or, les marchands de l'arrière-pays avaient des représentants qui commerçaient avec les Européens pour leur compte. L'un d'eux, représentant un Aouin appelé Aoussikwe, devait aux brandebourgeoises 16 bénas de poudre d'or. Bon, le bénin, c'est une quantité assez importante de poudre d'or. En acompte des marchandises qu'il avait achetées à crédit et qu'il avait envoyées en Aouin dans le but de les y vendre avec du profit. Il demandait que soit payée sa dette par les Hollandais afin qu'aucune prise d'otage ne se fasse contre les siens, promettant de rembourser la somme dès le retour de ces gens de l'Aouin. Les Hollandais donneront satisfaction à la requête d'Aoussikwe en avril 1708. Le 23 octobre 1717, un courtier Aouin, Krou Adamou, disait avoir assisté au serment entre marchands Aouin, Abron et Bono. Mais les Abrons ici, c'est écrit Broms, et puis Bono, c'est écrit Bonarce, voyez, avec les gens d'Axim. Donc, les marchands faisaient, disons, des sortes de contrats de confiance, mais dans le cas de l'Afrique, il fallait jurer. Il fallait jurer sur les esprits, voilà, et sur sa propre vie. Voilà. Ce serment fait à l'époque de l'agent commercial hollandais Landman Opperkomis stipulait que le commerce se ferait sans entrave à Axim, qu'on appelle localement Blof. Les Komfo, c'est-à-dire les médiums prêtres traditionnels, Pinga, Ajani, vont officier le rituel de ce serment. C'est ce que je vous disais. Krou Adamou ne voudra pas des mousquets en cuivre que lui proposait Blenke. Il disait pouvoir trouver des mousquets en fer à Cap Apollonia, c'est-à-dire en pays Zman, notamment Benin. C'est Benin qui est appelé Cap Apollonia. Au prix de 8 mousquets pour un béna de poudre d'or. Donc vous voyez, Krou Adamou, il connaît bien les bonnes marchandises. Et il évalue les prix. Il dit non, pourquoi moi je vais prendre des mousquets en cuivre? Ce n'est pas efficace.
ça chauffe vite. Je préfère les mousquets en fer. Voilà. Et je peux les avoir à meilleur prix à Benini, en pays Zima. Les marchands savaient reconnaître des produits de bonne qualité et refuser ceux de mauvaise qualité. C'est ça. Alors, quand des écrits mensongers veulent faire croire que les Africains sont totalement idiots dans ce commerce, c'est pas vrai. La Compagnie des Indes occidentales, fondée en 1621, dès le début du XVIIe siècle, va concurrencer les Portugais. Son premier fort sur la côte de l'Or sera le fort Nassau à Mouri, sur la côte Fanti. Notamment, Mouri était une zone du littoral du royaume de Assabou. Sur le royaume, justement, du littoral, sur le littoral du royaume Assabou. Les Portugais, à l'époque, amenaient en côte de l'Or 12 petits vaisseaux et 4 navires de gros tonnage par an. Les premiers navires hollandais sont arrivés sur la côte de l'Or entre 1593 et 1594. La première expédition commerciale anglaise sur cette côte aura lieu en 1553. La compagnie danoise créera un fort nommé Carolusborg, voilà, en Efutu, c'est toujours sur le littoral Fanti. Le commandant danois Samuel Smith, de son propre chef, sans l'autorisation de ses supérieurs, vendra ce fort le 15 avril 1659 aux Hollandais. Quand le roi de Futu s'en apercevra, il fera le siège du fort avec l'appui des frères Akrosan pendant 6 mois et finira par l'occuper. Vous voyez, nos ancêtres savaient se faire respecter. Toi, tu vends un fort à une autre compagnie sans l'autorisation du roi qui est le souverain de cette terre-là. Voilà, c'est ça le problème. Voilà. Au prix fort, les Efutu revendent le fort à la compagnie suédoise. Voilà. Ils vont occuper le fort, maintenant ils vont vendre ça aux Suédois. Même quand on dit vente là, ce n'est pas une vente définitive, non. C'est une sorte de location. Autour de 1659, les Efutu cèdent le fort Frederiksburg. Ce fort se trouve à Amanfro, aux Danois, contre le versement régulier de 50 bénats d'or et 4 onces de poudre d'or par mois en guise de rente au roi. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Quand le commandant de ce fort décède ou est affecté, les Efutu avaient leur mot à dire quant au choix du nouveau commandant. Voilà les faits. Alors qu'aujourd'hui, on donne des marchés de gré à gré à des pays et à des compagnies. Dans les forts danois, peu après 1700, les prix des esclaves étaient les suivants. L'esclave homme coûtait 32 rix dollars, c'est-à-dire 16 rix dollars font une once de poudre d'or. Et l'esclave femme entre 28 et 32 rix dollars. Le prix de certains esclaves hommes pouvait monter jusqu'à 40 voire 48 rix dollars. J'ai dit que le rix dollar, 16 rix dollars font une once de poudre d'or. À partir de 1714, les prix de l'esclave homme seront de 64 rix dollars et 40 rix dollars pour la femme esclave. Les navires portugais venant du Brésil achetaient entre 80 et 88 rix dollars les esclaves. Donc vous voyez que les navires qu'on appelle les interlopes, ils payent plus. Ceux des compagnies privées, ils payent plus. À partir de 1720, les interlopes anglais achèteront entre 100 et 120 rix dollars l'esclave homme et 80 rix dollars l'esclave femme. Donc vous voyez, la concurrence était là. Les prix usuels dans les périodes qui ont suivi 1744 et après seront en moyenne de 112 rix dollars pour l'esclave de sexe féminin. Les courtiers africains au service de la compagnie danoise étaient appelés clapropérés. Voilà. Les interprètes parlaient portugais, hollandais, anglais et danois. Et puis enseignement portugais aussi. Et puis bon, en tout cas, et même français. Il ne faut pas oublier cet aspect-là aussi. Notamment dans la région d'Assini, etc. Il y avait des interprètes français. Ils faisaient de la promotion pour la compagnie qui les employait, vérifiaient la qualité des marchandises proposées par les marchands africains dans des salles boutiques. Voilà. À la fin de la transaction, ils percevaient une commission. La compagnie danoise va céder ses établissements en Côte de l'Or le 31
décembre 1849 aux Anglais. Les deux nations européennes présentes sur la Côte de l'Or à partir de 1850 seront les Provinces-Unies et la Grande-Bretagne. Donc à partir de 1850, il ne reste que les Hollandais et puis les Anglais. Déjà au début du XVIIIe siècle, la Royal African Company, qui est la compagnie britannique, concurrençait avec beaucoup de réussite la compagnie des Indes occidentales, qui elle est hollandaise. Les courtiers africains au service de la compagnie anglaise, les brokers, étaient très actifs. Après les guerres de Guafo, Van Seven-Wietsen, incapable de répondre à la forte demande en armes à feu à son corps défendant, demandera aux marchands locaux de s'adresser aux concurrents anglais basés à Cape Coast Castle, à Ogwa. Voilà, c'est ça. En 1702, c'est dit que les gens achetaient beaucoup de fusils. Si bien que, d'ailleurs, chez les Akans, un homme qui ne possède pas un fusil, on l'appelle Sansani, c'est-à-dire un homme sans valeur. En 1702, le Hollandais de la Palma sera amené à vendre des carabines et des mousquets à bas prix, à savoir 12 mousquets pour 2 onces de poudre d'or, soit le tiers du prix de 1682, parce que les armes anglaises étaient plus appréciées par les marchands locaux. Vous voyez, ils savaient reconnaître la meilleure marchandise. Ils ont constaté que les armes anglaises là sont plus efficaces que les armes hollandaises, que les fusils hollandais. Donc, voilà. Donc les Hollandais, pour pouvoir vendre leurs mousquets, étaient obligés de baisser le prix. Voilà, c'est tout, parce que c'est de moins bonne qualité. La Côte de l'Or a bénéficié de la construction de plusieurs forts qui ont été très utiles aux échanges. On peut citer les forts suivants. Donc je vais citer les forts, c'est important. Le fort San Jorge da Mina, fort Saint-Georges de la Mine, qui va être appelé El Mina, à Edena, qu'on appelle aussi El Mina. Le fort San Antonio à Chama, le fort Nassau à Mouri, le fort Saint-Jago à Edena, le fort Orange à Sekondi, le fort Battenstein à Boutry, le fort Leydanshead à Apam, le fort Komenda à Katachi, le fort Frederiksborg à Pokeso, le fort Metal Cross de Diskov, le fort Apollonia, le fort William à Anomabo, le fort Cormentine, les forts Victoria et Cape Coast Castle à Ogwa, les forts Crèvecoeur, Usher, James, Christianborg à Accra, le fort Konigstein à Ada, le fort Prinsenstein à Kita, le fort Augusta Borg à Techi, le fort Fredenborg à Ningo et le fort Vernon à Prampram. Vous voyez, tous ces forts-là, c'est sur la côte de l'Or jusqu'à, en partie aussi sur la côte des esclaves, notamment à Techi, etc., à Prampram, c'est sur la côte des esclaves. La côte Kwakwa a surtout eu des comptoirs souvent munis de canons, comme ceux des Français à Assini et Grand Bassam au XIXe siècle. À Dabou sera pendant la même période construit un fort. Sur ces comptoirs et le fort de Dabou, la traite de l'huile de palme va se développer dès 1830. Le courtage entre la côte Kwakwa et l'intérieur va prospérer. Les Odioukourou avaient des échanges avec les Aladjans. Ils obtenaient des produits européens auprès des courtiers d'Avagou, d'Emokwa, qui est Jacquesville, Ada et Bordeaux-Ladjan, Grand Jacques. La poudre d'or et la pelle de gris étaient les monnaies en usage. Voilà. Aussi bien sur la côte de l'Or que sur la côte Kwakwa. Les pagnes que les Adjoukrou achetaient étaient le Django, Soubou et Kamiké. Des voies marchandes partaient de Dibrim, Orbaf, Yassap, Lopou et menaient à Bessedi dans les Yembe Brou, c'est-à-dire chez les Abidji. À Binao chez les Agni du Babandama et à Tia-Salé chez les Baoulé. Des voies de Dibrim et à Klodj menaient à Morokoudje, c'est-à-dire Eri Makoudje et Jessidje dans la baie. Une voie de Boubouri passait par Toupa, Kosrou, Tamambo pour aboutir à Tia-Salé. Dès 1854, il y aura la création de nombreux débarcadères dans le pays Adjoukrou, à côté de ceux plus anciens de Dibrim et Toupa. Les Aladjans dominaient les transactions commerciales
dans le bassin ouest de la lagune ébriée. Ils traitaient beaucoup avec les Anglais qu'ils nommaient Kishi. Voilà. Et même après ça, ils ont donné même un nom à leurs partenaires anglais, ils les appellent Kishi, les Aladjans. Les Tchamas, c'est-à-dire les Hébrieux, obtenaient les produits européens auprès des Aladjans et leur achetaient aussi du sel. Les Abidji commerçaient avec Tia Salé, avec les pays Aïzi, Adjoukrou et Aladjan. Les Sikefois, c'est-à-dire ceux qui accueillent. Les Sikefois chez les Abidji étaient les Kosireng, ils appellent Kosireng. Aka, Krafa de Sikensi et Aswa Angora de Brafebi, donc dans le pays Abidji, seront de riches courtiers, Abidji ou Enyembe Obrou au 19e siècle. Les courtiers Aké tisseront un réseau d'amitié pour faciliter les échanges avec le pays Abé, le pays Abouré, le pays Agni et Tia Salé. Les courtiers Aké avaient des employés appelés Tsa à leur service. Ils usaient de poudre d'or, ce qui se dit en Aké, Chikapou. En fait, c'est la poudre d'or. Chikapou, c'est la poudre d'or. Comme monnaie. Donc, ils utilisaient aussi la poudre d'or comme monnaie. Aoutou était un marché local où les marchands Aké, Mbato et Abouré se rencontraient pour échanger. Les voies marchandes qui traversaient l'Aké étaient multiples. Une voie à partir de Apiadji passait par Opé, le Bois-Cousin, Kadiossou, Dankira, Memni, Alépé pour aboutir à Grand Bassam. Une voie à partir d'Azopé passait par Mouapé, Djubasso, Massandji, Assikwa, puis rejoignait celle d'Apiadji. Enfin, une voie à partir de Mouapé passait par Biasso pour rejoindre la voie passant par le Bois-Coussin. Voilà. Tout ça, c'est un pays Aké. L'on peut affirmer au regard des échanges commerciaux précoloniaux qui ont eu lieu entre les peuples de culture Akan que leur Akan a été un espace économique et commercial dont la monnaie était la poudre d'or et dans une moindre mesure la perle précieuse. Des voies diverses reliaient diverses régions de cet espace entre la côte Kwakwa et la côte de l'Or et entre ces côtes et leur arrière-pays. Entre les différentes ethnies, un commerce de relais se faisait depuis la côte jusqu'à l'intérieur pour atteindre les marchés plus au nord comme ceux de Bégo et Bondoukou. Seuls les marchands du commerce sur longue distance, les Batafo ou Atafoué, brisaient le monopole du commerce de relais malgré les risques que cela comportait. Voilà. Donc, j'achève ainsi la série de vidéos sur les échanges commerciaux dans l'espace Akan. Comme vous le voyez, l'espace Akan était un espace commercial intégré où circulaient les hommes et les marchandises. Je vous remercie. Je suis le professeur Alouko Améré, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.